on est là tous les deux pour vous présenter les premiers résultats d'une enquête qui s'appelle ACLIMED, qui veut dire Accès à la littérature médicale. C'est une enquête qu'on a lancée cette année et que certains d'entre vous ont sans doute fait passer parce que comme on a utilisé nos réseaux, certains d'entre vous l'ont relayée et on les en remercie. Donc c'est une enquête dont l'objectif était de faire un état des lieux sur comment les médecins en France accèdent à la littérature scientifique, la littérature médicale. Et dans cette phrase-là, il y a déjà quelque chose d'implicite qui est qu'on est parti de l'idée que c'était un accès à de la littérature sur support électronique et non pas sur support physique. Et l'autre chose, c'est qu'on l'a limité aux médecins. Ce qui nous a été reproché par certains qui ont voulu répondre quand même, qui étaient dans les professions paramédicales, mais c'était un choix initial, largement conduit par le fait que celui qui est à l'initiative de cette enquête, c'est Ludovic Héry, que ceux d'entre vous qui ont assisté à la JNBDS de l'an dernier connaissent, puisque c'était le seul médecin de l'assistance et il est beaucoup intervenu. Et donc on a utilisé son réseau pour diffuser l'enquête, et c'est la raison pour laquelle pour cette enquête initiale, on a choisi de ne cibler que les médecins. Alors je vais vous montrer ce questionnaire vite. Vite aussi parce qu'on l'a choisi court, de façon qu'on ait un maximum de réponses, puisque comme vous le savez tous, les médecins sont des gens pressés, et donc on voulait que l'enquête soit très rapide, et c'est la raison pour laquelle on a limité sciemment le nombre de questions. Donc limité aux médecins, comme je vous l'ai dit, hommes, femmes et leur âge. Leur situation administrative, c'est par ordre alphabétique, pour éviter tout problème de hiérarchie, puisqu'on a posé la question à des universitaires, mais aussi à des médecins de ville. Donc on ne voulait pas qu'il y ait d'ambiguïté quelconque. Voilà, et donc comme le questionnaire a été réalisé avec l'aide de Ludovic Héry, vous voyez que c'est très précis sur les catégories statistiques. Donc je précise, les PHA, c'est associé, et PHC, c'est contractuel, donc c'est les PH qui ne sont pas encore titulaires. Donc on est descendu très loin comme ça dans le détail. Non, MSU, c'est maître de stage universitaire, hein, si certains d'entre vous ne connaissaient pas ce... Donc ensuite, où est-ce qu'ils exercent CH, CHU, autres quand ils sont hospitaliers. Et puis ensuite, on passait au cœur des questions. Donc, est-ce que vous trouvez qu'il est facile, difficile d'accéder à un article ? Comment faites-vous ? Je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit petit. Comment faites-vous quand vous avez besoin d'un article ? Donc il y avait, je cherche sur Google Scholar, j'ai des codes INSERM CNRS, on m'a prêté des codes, il y a un abonnement à l'hôpital, il y a un abonnement à la bibliothèque universitaire, j'ai un abonnement, je demande à un ami, je le demande à l'auteur, je demande à un laboratoire ou organisme privé, je le cherche sur ResearchGate, je demande sur les réseaux sociaux et je cherche sur Sci-Hub ou autres. Donc évidemment, on a essayé de mettre tous les moyens légaux ou illégaux auxquels on pensait qui pouvaient être utilisés par les médecins et les étudiants de médecine. Voilà, je précise que le questionnaire était anonyme. Donc oui. Normalement... Aucune traçabilité. Voilà, les répondants ne sont pas censurés, on espère, voilà, sur leurs réponses. Ensuite, avez-vous accès à un centre de documentation à l'hôpital, une BU, rien ou je ne sais pas ? On avait même mis autre, ça je ne me souvenais pas. Combien vous dépensez et avez-vous des commentaires ? Donc voilà, ça c'était le questionnaire, ça pouvait être complété en 1 à 2 minutes. On avait fait des tests et effectivement en 2 minutes ça pouvait être fait. Donc nous avons ouvert cette enquête du 13 mars au 26 avril de cette année. La logistique a été faite par la BIUS, en l'occurrence David. Ludovic Héry a utilisé ses propres contacts, donc le site de la Fédération française de médecine polyvalente, la FFMP. Donc il a utilisé le compte Twitter. Nous, on a utilisé notre blog et nos listes. Il y a eu la newsletter de la FFMP et nous, on a relayé sur les réseaux sociaux et on a régulièrement fait des relances. David, tu m'interromps s'il y a quelque chose que tu veux rajouter. Utilisé, comme vous l'avez vu si vous avez participé à l'enquête, un Google Form, ce qui nous a été reproché à juste titre. Ce n'est pas un outil libre, donc nous ferons amende honorable pour la prochaine enquête que nous lancerons, parce que nous devons être exemplaires sur ces questions-là, et c'est vrai que là, par commodité et pour aller vite, nous avons utilisé cet outil-là. Voilà, ça c'était les visuels de l'enquête pour essayer de convaincre notre public potentiel de répondre, avec un discret hommage à Gaston Lagaffe. Avec des vrais médecins en photo, ce ne sont pas des bibliothécaires à qui on a mis une blouse. Non, c'est des vrais.
Voilà, alors, en parlant d'exemplarité, là on peut dire que nous ne l'avons pas été, on est des néophytes, donc on a fait une erreur fondamentale qui a été de ne pas associer un biostatisticien dès la création de l'enquête. Ce qui fait que quand on en a cherché un pour analyser les réponses, il nous a ri au nez en nous disant bah non, mais méthodologiquement c'est impossible, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc c'est important de vous le dire, nous battons notre coulpe, mais donc tous les chiffres que vous allez voir, sachez qu'ils ne sont pas représentatifs d'autre chose que les répondants. Les limites, c'est aussi que, évidemment, c'est les hospitaliers et les internes qui ont répondu. Ça, c'est parce que le carnet d'adresses qu'on a utilisé pour diffuser l'enquête, évidemment, était très orienté dans ces catégories-là. Et ça n'est pas représentatif de la population médicale française, puisque les répondants, enfin, vous allez le voir tout de suite quand vous regarderez les résultats, en effet, ne peuvent pas être représentatifs. Les forces, ben, c'est la première étude et on compte bien en faire d'autres. C'est une collaboration médecins professionnels de la DOC et ça, pour ce type d'enquête, c'est indispensable parce que si on avait lancé cette enquête avec notre propre réseau, eh bien évidemment, on n'aurait pas touché les médecins. On est tous dans cet amphi bien placés pour savoir que eux et nous, c'est pas forcément très perméable. Donc là, c'était indispensable d'avoir un carnet d'adresses d'un médecin. Et puis, ça nous donne plein d'idées pour continuer et exploiter la suite. Donc voilà les résultats. On a eu 1293 réponses, mais seulement 1158 exploitables. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a eu les paramédicaux en particulier. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes, et ça c'est logique, parce que dans les professions médicales aujourd'hui, j'imagine que la proportion est celle-là. Mais comme on vient seulement d'avoir les résultats, on n'a pas encore fait les études autour. Donc en particulier le chiffre de la proportion des femmes dans les professions médicales en France, je ne l'ai pas. Donc pour l'instant, on ne peut pas faire de comparaison. Et la moyenne d'âge des répondants est de 33 ans, donc c'est là où vous voyez tout de suite qu'on n'est pas du tout dans une population représentative des médecins français, dont je suis absolument sûre que la moyenne d'âge est bien plus élevée. Mais là encore, je n'ai pas encore de statistiques pour pouvoir comparer. Oui, et dans le fait qu'il y ait eu des réponses non exploitables, c'était aussi dû au fait que dans le questionnaire était précisé que cela s'adressait aux étudiants en médecine et aux médecins exerçant en France. Sachant que, comme pour les professions paramédicales et les autres professions de santé, ce serait intéressant de savoir dans les autres pays francophones ou pas comment se passe l'accès à la documentation médicale. Mais c'est ça aussi qui explique quelques pertes au passage dans les statistiques. J'ai oublié de vous dire que bien sûr ça va être mis en ligne, hein, donc ne prenez pas de notes excessives sur les chiffres parce que vous aurez tout ça. Ça va être mis en ligne et comme ce qui va être le plus intéressant, ça va être justement les traitements croisés qui vont être faits après coup. On espère bien que ça donnera lieu à une publication d'articles, même si ce n'est pas une étude scientifique. Ah oui, on est très très loin de la Cochrane. Hein. Oui. Mais voilà, à terme, on espère qu'il y aura un article publié avec vraiment le détail des différents résultats et des croisements les plus intéressants. À tout le moins, on mettra sur HAL. La publication dans une revue, on verra, mais en tout cas, ce sera sur HAL. Bien évidemment. Alors, qui a répondu ? Le chiffre le plus important, comme vous voyez, ce sont les internes. Ils sont 409 sur les 1300 répondants. Ensuite, il y a les praticiens hospitaliers, 219, et puis les assistants chefs de clinique, les étudiants non internes donc. Et puis ensuite, seulement les médecins de ville, 109 réponses. Donc vous voyez, c'est finalement, ça fait que 10% des répondants. Et alors après, il y a des chiffres absolument pas utilisables parce que beaucoup trop faibles. Les FFI, les MCUPH, même les PUPH, 26 PUPH. Ben voilà, ça ne nous permettra pas de tirer des conclusions sur comment ils font en général. Alors, notre question initiale était, est-ce que accéder à la littérature médicale, c'est facile ou pas ? Donc vous voyez que facile et très facile totalisent 32% des réponses, alors que 68% considèrent que c'est difficile ou très difficile. Ça ne surprendra personne dans l'assistance. Nous, les bibliothécaires, on sait bien que pour des quantités de raisons, c'est difficile. Après, ce qu'on ne sait pas, puisqu'on n'a pas fait une enquête qualitative, c'est pourquoi est-ce qu'ils estiment que c'est difficile ? Parce qu'ils n'accèdent pas à l'article, parce qu'il n'y a pas d'abonnement, ou bien parce que nos plateformes sont compliquées. Enfin, vous voyez, il y a plein d'hypothèses possibles. Ce chiffre, en l'état, mériterait d'être commenté et en tout cas réfléchi. Donc, comment ça s'était ventilé ? Alors peut-être. Donc, j'ai mis entre parenthèses deux statuts qui vraiment sont pas exploitables parce que trop faibles, mais il faut que vous mettiez également les PUPH et les MCUPH. Faut pas s'en servir parce que vraiment ils sont pas assez nombreux. Les internes qui étaient très nombreux estiment à 1/3 que c'est facile et 2/3 que ça ne l'est pas. Les étudiants
trouvent ça difficile en proportion inverse. Alors les étudiants, ils n'ont donc pas passé l'internat. Ce sont pourtant des publics que nous voyons, nous, dans les BU, qu'on forme à la recherche documentaire, que normalement, ils ont accès à nos ressources, et malgré ça, ils trouvent ça difficile. Donc les assistants, vous voyez, pas grand-chose à dire. Et puis les médecins de ville, évidemment, puisque c'était aussi un des objectifs qu'on avait avec cette enquête. Nous, ici, à la BU Santé, on accepte tous les publics, y compris ceux qui ne sont pas universitaires. Donc chez nous, il y a une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces médecins de ville qui n'ont pas d'autre endroit que nous pour accéder à des ressources scientifiques gratuitement? Ils peuvent s'abonner, bien sûr, tout seuls. Mais n'ayant pas de rattachement universitaire, ils n'ont pas d'endroit où récupérer de l'information. Et donc à la BIUS, cette question des médecins de ville, elle est cruciale. Et sans surprise, évidemment, ils répondent à 80% qu'ils trouvent ça difficile d'accéder à la littérature scientifique, ça c'est certain. Alors comment font-ils ? Ça c'est par ordre d'importance décroissante. Donc vous voyez que la première réponse qui nous a été faite, c'est qu'ils recherchent sur Google et Google Scholar. S'ils recherchent sur Google, tout le monde ici pleure. Si c'est Google Scholar, ma foi, c'est un peu moins pire. Et puis tout de suite après, c'est SciHub et LibGen. Donc là, les moyens illégaux arrivent tout de suite en tête. Là encore, l'explication ne vous surprendra pas. On imagine tout à fait bien que c'est la facilité d'utilisation et la richesse de cette ressource, même si elle est illégale, qui fait que c'est complètement naturel pour eux de passer par là. Ensuite arrivent quand même les centres de doc, mais vous voyez en proportion plus faible. Après, ils avaient le droit de donner plusieurs réponses, donc on peut pas trop. Et on avait choisi dans le questionnaire de ne pas mettre un ordre, si on leur disait pas de nous mettre en 1, quelle était leur façon la plus fréquente d'accéder à des ressources. Du coup, on ne sait pas qui a répondu d'abord qu'il allait à la BU et qu'ensuite il utilisait SciHub. Prenez ces chiffres juste pour ce qu'ils sont. Donc la BU et le centre de doc, vous voyez, se tiennent en termes de proportion. On est à 34% pour l'un et 27% pour l'autre. Puis après, c'est plus marginal avec des moyens illégaux et des moyens légaux qui se partagent à peu près de façon équivalente. Donc on leur avait demandé, comme vous l'avez vu dans le questionnaire, s'ils avaient accès à un centre de documentaire. Ça nous intéressait au premier chef, évidemment. Donc le chiffre, les deux chiffres les plus intéressants finalement pour nous, c'est de savoir qu'il y a 18% qui n'accèdent à rien et il y a 11% qui ne savent pas. Donc ça, c'est vraiment des publics qu'il va falloir qu'on cherche à identifier pour pouvoir les toucher. Ceux qui ne savent pas, c'est quand même terrible de se dire qu'il doit y en avoir qui ne savent pas dès qu'ils pourraient tout à fait accéder à nos ressources. Donc maintenant, ça c'est une analyse croisée, mais comme disait David, on va faire plein d'autres, parce qu'en fait ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est les analyses fines, c'est-à-dire par statut, qu'est-ce qu'ils ont répondu. Donc ce tableau-là se lit de la façon suivante. David, je te cède la parole. Alors, vous voyez que les totaux dépassent les 100%. Je vais vous prendre l'exemple de la première colonne en haut à gauche. 47% des personnes qui ont répondu que l'accès à la documentation était très facile ont accès à un centre de documentation. 67% de ceux qui ont répondu très facile ont accès à une BU et 4% n'ont accès à rien et 9% ne savent pas. C'est comme ça qu'il faut lire le tableau. Donc ils pouvaient répondre à plusieurs choses. Et donc, à l'autre extrémité du spectre, vous voyez que 73% des gens qui ont répondu que l'accès était très difficile n'ont accès à rien. C'est assez logique, il n'y a pas de surprise dans ces résultats. Et en même temps, vous voyez que, pour parler des BU, puisque c'est notre cas à tous les deux, il y a 42% qui trouvent ça difficile, ils ont accès à une BU, donc on a l'impression, en lisant ces chiffres, que nos portails ne les aident pas, qu'ils trouvent difficile les accès que pourtant on leur offre. On fera des analyses sur les chiffres inversés, c'est-à-dire savoir si ceux qui ont répondu qu'ils avaient accès à un centre de documentation trouvent ça facile ou difficile. Et puis on fera aussi des analyses croisées pour savoir s'ils utilisent par ailleurs SciHub, qui est notre principal concurrent, on va dire. Alors SciHub, justement, puisqu'on en parle, dans le détail, vous voyez que les assistants et les internes s'en servent tout le temps. À 2/3, ils utilisent ça couramment. Curieusement, les médecins de ville s'en servent peu.
Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas que ça existe? Est-ce que c'est quelque chose qui circule dans les milieux universitaires et pas ailleurs? Aucun d'entre nous ne le promeut, donc de toute façon, ce n'est pas dans des formations que les gens en ont entendu parler, c'est nettement par le bouche à oreille. Donc pourquoi les médecins de ville s'en servent peu? Ça, je ne sais pas. Oui, mais si ça se trouve, on trouverait... Est-ce que vous avez entendu ce que disait Julie? Si ça se trouve, il y a des articles en français. C'est juste... Enfin, moi, j'ai jamais cherché un article en français dans SciHub, mais il y en a peut-être. Toi, tu as... Oui, c'est ça, il y a tout Masson. Mais Masson est dans l'ISA. Il n'y a pas tout Masson. Oui. Après, on verra par rapport aux résultats de l'enquête, mais je pense que c'est aussi les médecins de ville qui ont répondu qu'ils avaient des abonnements privés. Et du coup, ils s'abonnent effectivement à ces revues-là. Oui, dans les résultats de diapo précédentes, il y avait quand même 7% des répondants qui affirmaient qu'ils avaient un budget documentation pris sur leurs deniers propres, Oui. pour s'abonner à des revues ou acheter des articles. Oui. Voilà. Donc, le lien entre facilité d'accès et utilisation de SciHub. Ceux qui trouvent l'accès très facile déclarent utiliser SciHub à 71%. Ceux qui trouvent que c'est facile d'accéder à la documentation, ils sont 49%. Et puis difficile et très difficile, les chiffres baissent. Donc là encore, moi je n'ai pas encore trouvé l'œuf et la poule, c'est-à-dire est-ce qu'ils trouvent ça facile parce qu'ils utilisent SciHub ou bien le contraire. Mais on espère qu'en analysant les données, on pourra conclure. Et Google, donc pareil, hein, vous oubliez FFI et autres chiffres non significatifs. Le 100% des FFI, ils étaient 3 à répondre, donc bon. Donc utilisation de Google, ben là pour le coup, les médecins de ville sont à 80% utilisateurs de Google, ça rien d'anormal. Mais bon, tout le monde utilise très largement. Toutes les catégories universitaires et tous les médecins de ville utilisent Google. Google ou Google Scholar. C'est vrai que là, pour le coup, notre question était ambiguë. Et la facilité, donc ceux qui trouvent l'accès très facile utilisent Google à 36%, ce qui est finalement assez peu, Google ou Google Scholar. Facile à 50%, difficile et très, très difficile à 70 ou 60%. Donc là encore, le difficile peut aussi vouloir dire qu'ils n'accèdent pas au PDF et que c'est ça qu'ils veulent nous dire. Voilà, donc ça, ce sont quelques résultats, mais pas du tout la totalité de ce qu'on va pouvoir faire avec ces données. Donc on a d'une part prévu de creuser ça pour exploiter au maximum cette enquête avec tous les biais que je viens de vous dire. On va en faire d'autres, en particulier à destination des professions paramédicales ou autres professions médicales, parce que là encore c'est un public que nous avons en bibliothèque universitaire et en centre de doc hospitalier, les kinés, les infirmières, tout ce que vous voulez. Après, le projet Acclimed, tel qu'il a été conçu par Ludovic Héry, s'intéressera pas que à l'accès à la documentation médicale. Il a aussi prévu de mener des enquêtes, mais cette fois-ci avec une méthodologie correcte, pour l'accès aux bases de données, l'utilisation des logiciels de bibliographie type Zotero, l'anglais, puisque ça c'est un vrai sujet dans notre beau pays, et la veille documentaire. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions... Brièvement, pour qu'on puisse passer la parole à Thomas Allen. Oui. Peut-être qu'il est trop tôt pour le dire maintenant, mais suite au... On n'entend pas bien ? Peut-être qu'il est trop tôt pour le dire maintenant, mais suite aux résultats de cette enquête, est-ce que vous avez déjà des pistes de services que vous pourriez proposer aux médecins ? C'est très clair. Enfin, moi, depuis le début, je voudrais qu'on ait des portails documentaires. Pardon. Je voudrais qu'on ait des portails documentaires aussi faciles à utiliser que SciHub. Le jour où on aura ça, ils passeront par nous. C'est aussi simple que ça. Mais c'est hyper difficile techniquement. Mais je crois que c'est notre seule solution. Il faut qu'on soit compétitif dans le sens que si c'est si simple à utiliser SciHub, ils vont vers SciHub.
Et nos portails sont compliqués. Pourquoi ? Parce que la documentation électronique est compliquée. Et que les licences, et que les accès, tout ça, ça fait des tas de clics, des tas de freins. Mais tant qu'on en sera là, il ne faut pas s'étonner que nos services ne soient pas utilisés au maximum. Et puis quelque chose aussi qu'on avait déjà dit l'an dernier quand Ludovic Héry était intervenu, c'est de toute façon un gros travail de communication à faire. Alors au sein des hôpitaux pour les centres de doc, pour les collègues documentalistes, et puis pour les publics un peu particuliers auxquels on pensait pour l'abus santé, tous les médecins qui sont un peu isolés, les médecins de ville qui n'ont pas accès ou qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à de la documentation, leur dire qu'à proximité, il y a des hôpitaux, des centres de doc qui peuvent peut-être les aider, qu'il y a la bibliothèque interuniversitaire aussi qui peut leur rendre des services, leur fournir des articles. Donc c'est aussi, comme d'habitude, un gros travail de communication à mener en fonction des différents publics. Oui, Nicolas. Alexandre, Nicolas. Je vous remercie pour cette étude, c'est très intéressant. Au premier chiffre, en fait, il m'a pas semblé que il y avait de réelles différences sur la facilité. En fait, c'est sur le rapport entre la facilité d'accès et l'utilisation de ressources illégales comme SciHub et LibGen. Que les publics trouvant facile ou très facile nos accès, et il y en a quand même une fraction qui n'est pas négligeable, n'avait pas un pourcentage d'utilisation toujours très significatif des ressources comme SciHub et LibGen. Donc, c'est une intuition que j'avais, et je pense que c'est pas seulement une question de facilité d'accès, parce qu'une fois qu'on a communiqué et montré les accès, et avec les progrès des derniers outils, donc il reste malgré tout un peu compliqué. Je me demande si une autre piste à creuser, ce n'est pas tout simplement la couverture. Ah, mais complètement. C'est-à-dire ce à quoi on peut donner accès, parce que SciHub, c'est quand même plus de 90% de ce qui est publié chez les plus gros éditeurs, ceux qui sont significatifs pour nos publics. Donc là, on est sur une autre problématique, c'est ce à quoi on peut donner accès, et disons les choses clairement, nos budgets. Oui. C'est peut-être une chose à prendre en compte pour les prochaines enquêtes, c'est réussir à couvrir au maximum leurs besoins via nos accès. Là, ça m'a pas paru totalement significatif, cette question de facilité d'accès. Oui, parce qu'en fait, elle est ambiguë. Mais ça, encore une fois, on s'en est rendu compte une fois qu'on a eu les résultats. C'est pour ça que l'enquête, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire voilà, ce qu'on montre. Mais je suis complètement d'accord, en effet, et c'est la raison pour laquelle il va bien falloir qu'on réussisse à se mettre d'accord entre centres hospitaliers et bibliothèque universitaire dans une même région pour réussir à faire des partenariats, parce que sinon on n'y arrivera pas avec les budgets qu'on a. Si on ne fait pas des conventions, et là je sais bien qu'au niveau des licences et des budgets c'est compliqué parce qu'on ne fera pas d'économie, ça c'est certain, mais pour une visibilité de l'offre, il me semble important que la collaboration régionale ait les lieux. Sinon, on s'en sort pas. Avec deux axes. D'une part, réussir à peut-être faire des économies avec des abonnements multisites, hospitalo-universitaires, et aussi avoir une offre qui soit cohérente. Parce que nos publics se perdent aussi. C'est pas qu'une question de nos interfaces. C'est que les publics de santé, ils sont affiliés à 2 ou à 3 établissements, souvent. Ils ont les accès de l'hôpital, ils ont les accès de l'université, et ils ont parfois aussi les accès de l'INSERM. Et ils n'arrivent pas à voir clairement la différence. Oui. C'est compliqué. Oui. Et les différences de couverture, ça l'est encore plus à leurs yeux. Ça les perd complètement. Et c'est vrai qu'en face, SciHub, ça fait simple. Voilà. C'est ça. Donc il faudra travailler là-dessus, c'est certain. De toute façon, on va être obligé pour des questions financières. Et puis l'articulation avec les achats d'archives, tout ça fait que, là, effectivement, notre offre, elle n'est pas lisible. L'open access, Gold ou Green, via les portails, les dépôts institutionnels. L'open access ne fait que tout compliquer, parce que réussir à trouver l'open access, il n'y a pas un seul outil qui soit réellement efficace. Google Scholar est très fort, mais il ne trouve pas tout. Medline ne donne pas toujours tous les liens vers l'open access. Et des choses comme... les extensions qu'on met sur les navigateurs, j'ai des trous de mémoire, et qui sont aussi intégrés à notre résolveur de liens à Poitiers, ils arrivent à trouver des choses, mais pas d'autres. Et c'est un vaste foutoir, ce qui ne peut que perdre nos publics. Donc la couverture, ça me semble être un axe important et très compliqué à évaluer.
questions? Non. Eh bien alors on va s'arrêter là et passer la parole à Thomas Allen. Donc on est particulièrement heureux de l'accueillir au JNBDS. Il vient de l'OMS à Genève et je lui laisse la parole.